Mes chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette 7e conférence. Vous vous souvenez qu'après être parti du Big Bang et avoir traversé une dizaine, 13 milliards d'années, nous sommes arrivés à l'homme. Et j'ai réservé pour la suite 2 thèmes. Le premier aujourd'hui, c'est le futur, grande question. Et la fois prochaine, je vous ferai un retour sur le cosmos, si vous voulez, pour parler de ce qu'est la nature profonde de l'univers et peut-être répondre à la question ou ne pas y répondre, a-t-il un sens? Alors aujourd'hui, parler du futur, c'est une gageure et surtout lorsqu'on voit la vitesse non pas avec laquelle évolue le cosmos, parce que le cosmos, on parle en milliards d'années, mais la vitesse avec laquelle évolue notre société, eh bien, c'est vraiment une gageure. Alors, certains me diraient d'ailleurs que finalement, c'est peut-être un exercice plus facile que je ne le dis, parce que comme si je prévois les choses à long terme, nous ne serons plus là pour vérifier si ça s'est passé, eh bien, je peux un peu raconter n'importe quoi. Alors, j'essaierai de ne pas vous raconter n'importe quoi, mais plutôt de donner un éclairage. Restons modestes, hein, ça n'ira pas plus loin que cela. Donner un éclairage en fonction de quoi? En fonction de ce que nous avons vu avant. Parce que c'est ça l'intérêt d'examiner toute l'histoire, c'est qu'on y voit des constantes, on voit des mécanismes se reproduire et on peut légitimement se poser la question, toute cette logique-là, vers quoi va-t-elle? Parce qu'il y a bien quelque chose finalement dans toute cette histoire, il y a bien quelque chose, il y a bien un fil conducteur. Alors, où peut-il nous mener? C'est un exercice extrêmement difficile et il faut pour cela se fixer un horizon de temps. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, si je fixe un horizon de 50 ans, c'est absolument très, très court par rapport à l'évolution cosmique. Si je me place dans l'évolution cosmique et je parle en centaines de millions d'années, mais ça n'a pas tellement de sens pour nos petites vies. Alors, j'ai choisi entre les deux l'horizon du millénaire, c'est-à-dire que je vais me poser la question, que peut-il se passer dans le millénaire qui vient? Si on se réfère au cosmos, eh bien, ce millénaire, c'est très très court, c'est peut-être comme une seconde de votre vie ou une microseconde. En revanche, lorsqu'on parle de la Terre, je le disais, les évolutions sont tellement rapides que là, ces évolutions donnent le vertige et vraiment prévoir au niveau du millénaire est vraiment une gageure. Alors, avant de parler du millénaire, tout de même un mot sur le cosmos, puisque c'est lui qui nous a fait naître, c'est lui qui nous abrite. Il ne se passera rien dans le millénaire au niveau cosmique. Rien, car toutes les évolutions majeures se font au niveau du milliard d'années. Et je vous en donne ici un court résumé. D'abord, dans 1 à 2 milliards d'années, il y aura probablement la fin de la vie sur Terre. Bon, c'est le premier élément pessimiste. La fin de la vie, pourquoi? Parce que le Soleil va devenir de plus en plus lumineux et la Terre, évidemment, recevra de plus en plus de rayonnement. Alors, pourquoi le Soleil devient de plus en plus lumineux? Vous savez que la vie des étoiles est extrêmement bien connue, puisqu'on observe des millions d'étoiles et on a pu les classer, on a vu qu'il y avait différentes catégories et surtout, on connaît la séquence qui est suivie par les étoiles, c'est-à-dire finalement le déroulement de leur vie. On appelle ça la séquence principale parce que certaines étoiles sont des exceptions. Le Soleil n'en est pas une et le Soleil obéit donc à la séquence principale qui est parfaitement connue et nous savons que le Soleil terminera sa vie dans 5 milliards d'années en se transformant préalablement en une géante rouge.
Une géante rouge, ça veut dire que le Soleil, qui est une petite étoile, par rapport à nous, bien sûr que non, mais c'est une petite étoile dans le cosmos, va enfler au point que son diamètre dépassera l'orbite de la Terre. Donc vous imaginez la dimension que représente une géante rouge. Et ça, comme son nom l'indique, la couleur du Soleil évoluera vers le rouge. Bien avant que cet événement se produise, et qui mettra fin à la Terre, évidemment, peut-être pas aux planètes les plus lointaines, mais au moins la Terre, oui, eh bien, la vie aura quitté la Terre bien avant, parce que nous savons, d'après cette séquence principale, nous savons que la luminosité du Soleil aura augmenté de 7% dans le millénaire, et 7%, c'est probablement intolérable pour la Terre, c'est-à-dire que tout aura, d'ici là, brûlé sous forme d'un grand incendie de forêt, si vous voulez. La vie brûlera. Voilà. Bon, pas très réjouissant. Maintenant, si on continue l'histoire, elle va se poursuivre dans la galaxie avec la fusion de la Voie lactée avec deux autres galaxies. On le sait parce que ces galaxies se rapprochent de nous. Et c'est la galaxie d'Andromède, une très belle galaxie, et le grand nuage de Magellan, qui est plus petite. Le grand nuage dans un premier temps et Andromède dans un second temps fusionneront. Bon, je vous dis un mot sur les fusions de galaxies. La fusion de deux galaxies n'est pas un grand cataclysme, c'est-à-dire que il y a tellement d'espace entre les étoiles dans une galaxie que les deux galaxies s'interpénètrent sans collision. Et bon, il y a quelques effets, ça peut provoquer certaines supernovas, des morts d'étoiles, ça peut provoquer à l'inverse la naissance de certaines étoiles dans des nuages cosmiques qui sont un peu déstabilisés par la fusion, mais ce n'est pas un cataclysme important, et on observe des fusions de galaxies un peu partout dans l'univers. Les galaxies qu'on voit ont couramment subi 2 ou 3 fusions dans leur histoire. Hein. C'est courant, parce que quand je disais que les étoiles sont très très loin les unes des autres, ce n'est pas vrai des galaxies. Les galaxies sont assez proches les unes des autres. Andromède, par exemple, se trouve à peu près à 10 fois la taille de... La distance d'Andromède est à peu près à 10 fois la taille de la Voie lactée. Vous voyez. Donc, les galaxies sont assez proches les unes des autres, elles ont donc tendance à entrer en collision. Alors voilà, bon, nous sommes tranquilles pour le milliard d'années qui vient, et nous allons pouvoir parler maintenant du millénaire. Alors je commence par une grande question. La grande question, c'est arriverons-nous au terme du millénaire, et je vais même être un peu plus sévère, arriverons-nous tout simplement à la fin du siècle présent? Parce qu'il y a cette question que vous connaissez très bien, qui est très urgente, de l'environnement terrestre et finalement de l'habitabilité de notre planète. Alors, bon, je ne vais pas en parler trop dans le détail parce qu'il existe une très abondante littérature là-dessus actuellement, ce qui est d'ailleurs bon signe. Je dirais simplement une chose, si on revient dans l'histoire, c'est ma génération, celle des seniors, et donc la vôtre si vous êtes aussi senior, c'est notre génération qui a passé un seuil important, c'est-à-dire le seuil où les effets de l'activité humaine ont commencé à devenir sensibles. Et malheureusement sensibles avec des conséquences négatives. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais enfant, j'allais en vacances dans un petit port de pêche, et je me souviens que ça me choquait un peu, mais bon, pas plus que cela. Je voyais bien que les marins jetaient toutes les ordures à la mer. La mer était une grande poubelle. Mais l'idée à l'époque, c'était que la mer était tellement grande que même une centaine de bateaux pouvaient quotidiennement jeter toutes ces saletés dans la mer. La mer était tellement grande que tout cela devait être digéré
sans aucun problème. On ne se préoccupait pas de cela, tellement on pensait que la nature était assez grande pour tout absorber. Faux, on s'en rend compte aujourd'hui, faux, c'est-à-dire que maintenant on découvre au milieu de l'Atlantique comme au milieu du Pacifique ce qu'on appelle un continent du plastique, c'est-à-dire une grande surface qui est densément occupée par des morceaux de plastique, des bouteilles vides, tout ce qu'on peut imaginer, qui flottent. Et ces continents, ces deux continents du plastique, ont des surfaces considérables, puisque c'est à peu près 3 fois la superficie de la Terre, la superficie de la France, voyez-vous. Donc là, maintenant, on a vraiment la mesure de l'impact que l'homme provoque. Alors, l'impact majeur qui soucie tout le monde aujourd'hui, c'est l'effet de serre et l'échauffement qui en résulte. Alors, je précise tout de suite une chose sur laquelle je reviendrai. Ce n'est pas l'énergie que nous dépensons qui chauffe la Terre. L'énergie que nous dépensons, nous, êtres humains, reste de l'ordre de 1 ou 2 pour 1000 du total de l'énergie qui est brassée par la Terre. L'énergie que reçoit la Terre du Soleil et qu'elle réémet dans l'espace, eh bien, c'est ce que nous consommons reste encore très faible, mais peut-être pas pendant le millénaire. Je reviendrai sur ce point. Par contre, ce qui se produit, c'est que nous avons eu besoin de beaucoup d'énergie et nous avons trouvé cette énergie dans le sous-sol, c'est-à-dire les énergies fossiles. Et nous avons déterré du sous-sol, et nous déterrons quotidiennement, une quantité gigantesque de carbone que la nature avait patiemment enfouie. C'est-à-dire que vous voyez, vous savez que c'est à peu près pendant le Carbonifère que toute cette biomasse absolument énorme, à l'époque la Terre était couverte d'une très grosse végétation, d'énormes fougères, et toute cette végétation a tendance à tomber, pourrir et s'enfouir dans le sous-sol. Donc la Terre enfouissait le carbone. Ce phénomène a été très long, il a porté sur des dizaines de millions d'années, et aujourd'hui, ce que la Terre a très patiemment, petit à petit, enfoui dans le sol, nous le ressortons à la vitesse grand V, parce que nous en avons besoin pour nos avions, pour notre électronique, notre chauffage, notre air conditionné. Et c'est ce carbone que nous déterrons qui est nocif pour l'équilibre de la planète. Alors là, on s'aperçoit très clairement que nous allons beaucoup trop vite. Donc, l'impact que nous avons sur la Terre est beaucoup plus rapide que tout ce qui a pu exister au niveau géologique ou au niveau même de la vie. Je vous disais que l'extinction des espèces aujourd'hui, je crois qu'il en disparaît une toutes les 3 heures, est beaucoup plus rapide que toutes les extinctions, grandes extinctions qui ont eu lieu par le passé, même l'extinction du Crétacé qui a coûté la vie aux dinosaures. Tout ceci se passe désormais beaucoup plus vite. Alors maintenant, je vais vous donner un avis un peu scientifique sur la question. Nous sommes face à un problème totalement irrésolu aujourd'hui, même s'il y a des pistes, et un problème gravissime, parce que l'écologie, finalement l'économie, si vous voulez, de la planète, est faite d'équilibres qui sont extrêmement nombreux et qui interagissent tous les uns sur les autres. Et nous sommes face à un système d'une complexité qui dépasse totalement notre entendement. Les mécanismes que nous connaissons, je viens d'en décrire un avec le Carbonifère et maintenant la sortie du carbone de Terre. Ce phénomène, c'est un parmi des milliards, et les milliards d'autres phénomènes qui se produisent quotidiennement et d'interactions, nous ne les connaissons pas. Et je serais même plutôt pessimiste sur la question. Je pense que même avec beaucoup d'études, nous ne les dominerons jamais parce que nous sommes face à quelque chose de trop complexe. Vous avez peut-être entendu parler de James Lovelock,
James Lovelock, l'inventeur du concept de Gaïa. James Lovelock s'intéressait à l'atmosphère et il avait compris que l'atmosphère était liée complètement à la vie et que finalement l'oxygène de l'air vient de la vie. Mais lui avait compris que même la température terrestre, par exemple, dépend de la végétation. On va en reparler. Et il avait finalement conçu la Terre comme un être vivant. Un être vivant qui avait ses poumons peut-être en Amazonie, qui avait son estomac au fond des océans, etc., si vous voulez une image. Et il avait inventé ce concept de Gaïa. Gaïa, c'est une déesse grecque, mais ça évoquait un peu un être vivant. Cette théorie a été mal reçue à l'époque parce qu'il y avait un petit parfum ésotérique qui ne plaisait pas à la communauté scientifique. Mais le concept devient aujourd'hui de plus en plus pertinent parce que on s'aperçoit que l'ensemble de la Terre, ce sont des phénomènes liés comme au sein d'un organisme vivant. Pour être plus précis, sur Terre, vous avez 4 grands domaines qui interagissent ensemble. Le premier, le plus ancien, c'est la lithosphère, c'est-à-dire tout ce qui est cailloux. Alors, vous pensez peut-être que la lithosphère est grosso modo inerte, qu'il ne se passe pas grand-chose. Pas du tout, pas du tout. La lithosphère est animée d'un mouvement constant de régénération et de recyclage, c'est-à-dire que les plaques tectoniques entrent les unes dans les autres, les unes sous les autres, et les roches s'enfouissent. Elles rejoignent le magma. Alors, elles fondent plus ou moins, elles se modifient avec la pression et la chaleur, et puis un jour, elles ressortent ailleurs. C'est ainsi que quand vous regardez, vous vous promenez dans la nature et vous voyez des roches, eh bien, sachez que ces roches, elles se sont enfouies 4-5 fois dans l'histoire. Alors, ceci a une importance considérable parce que, par exemple, pour revenir à la question du carbone, pendant des milliards d'années, des petites bêtes comme les foraminifères, c'est-à-dire des êtres monocellulaires qui peuplent les océans, dans le plancton, si vous voulez, ces petits êtres fabriquent des coquilles à base de calcaire et quand elles meurent, elles tombent au fond de l'eau et ça s'entasse dans les fonds et ça fait le calcaire. Mais vous comprenez que le calcaire s'enfouissant, eh bien, c'est une machine à enfouir le calcaire et à enfouir donc le carbone. Vous voyez donc comment, je vous disais que le carbone était enfoui par la végétation qui pourrissait et tombait au sol ou carbonifère, mais le carbone s'enfouit aussi dans les mers, au fond des mers. Le seul problème, c'est que le temps que se fassent ces petites bêtes, les foraminifères, et qu'elles tombent au fond de l'eau, qu'elles décantent, si vous voulez, et qu'ensuite ça se transforme en calcaire, ces temps sont des temps qui se chiffrent en dizaines de millions d'années. Alors que nous, la vitesse à laquelle nous déterrons le carbone, c'est extrêmement rapide. Alors là, c'était le premier élément, je vous disais, la lithosphère. Le deuxième élément qui est important, c'est l'hydrosphère, donc les océans. L'hydrosphère, je ne vais pas m'étendre dessus. On a parlé de l'origine de la vie. On a dit que la vie est née dans les océans. Et justement, elle est née probablement dans les cheminées hydrothermales, c'est-à-dire dans des endroits où la lithosphère, le magma, affleure et a une interaction avec l'eau. Donc, c'est à l'interaction entre la lithosphère et l'hydrosphère que la vie est apparue. Et c'est encore aujourd'hui une très grande source de vie et donc de notre fameuse Gaïa, si vous voulez, évolue énormément dans les océans. Bon, j'en ai cité 2. La troisième, c'est l'atmosphère. J'en ai déjà parlé. L'atmosphère est totalement dépendante en fait de ce qui se passe dans les océans et dans la vie et dans les roches. Et la quatrième, j'en ai parlé aussi, c'est la biosphère. Lithosphère, hydrosphère, atmosphère
et biosphère. Et tout ceci interagit. Vous savez très bien que notre environnement est complètement modelé par la vie. L'hydrogène que nous respirons vient de la vie. Le calcaire qui fait la façade de mon immeuble, ça a été fait par la vie. Lorsque vous marchez, vous conduisez sur la route, l'asphalte de la route est fait à partir du pétrole qui a été constitué par la vie, etc., etc. Alors maintenant, dans toute cette complexité, avec des interactions multiples, il y a un phénomène très important, c'est ce qu'on appelle les boucles de réaction. Une boucle de réaction, c'est lorsque une cause provoque un effet et que l'effet en retour agit sur la cause. Alors, vous avez deux sortes de boucles de réaction. Vous avez les boucles négatives où l'effet revient sur la cause et a tendance à amoindrir la cause, donc c'est un effet de freinage. Et vous avez l'inverse, lorsque l'effet rétroagit sur la cause en l'accélérant, en l'aggravant. Et ça, ce sont les boucles positives qui créent un effet d'accélération, en termes de Monsieur Tout-le-Monde, un effet boule de neige. Alors, pour revenir à la planète, je vous en donne quelques exemples. Boucle qui effectue un freinage, eh bien, la végétation. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de carbone augmente dans l'air et dans les mers. Eh bien, l'augmentation du taux de carbone favorise la végétation, puisque, vous le savez, la végétation consomme du CO2 et renvoie de l'oxygène. Donc, s'il y a un accroissement de CO2, c'est une nourriture pour les plantes et les algues. Et donc, l'accroissement actuel de CO2 sur Terre favorise la végétation, développe la végétation. Et la végétation elle-même, à ce moment-là, absorbe ce CO2 et envoie de l'oxygène à la place. Donc, voilà un effet correctif, si vous voulez. C'est une boucle de réaction qui rétroagit sur la cause en la freinant. Donc ça, c'est très heureux. L'enfouissement du carbone, c'est la même chose, je vous l'ai dit aussi. S'il y a beaucoup de carbone, eh bien, il y aura beaucoup de foraminifères. S'il y a beaucoup de foraminifères, ça fera beaucoup de calcaire au fond des eaux et ça, finalement, ça vient rééquilibrer les choses. Alors, bon, la végétation a donc un effet positif, mais tout à fait insuffisant. Là aussi, l'homme va trop vite par rapport à la végétation. Et si la végétation pouvait rétroagir suffisamment, eh bien, nous aurions un système complètement équilibré. Nous pourrions consommer autant de charbon que nous voulons. Tout serait équilibré grâce à la végétation. Malheureusement, ça n'est qu'une partie. Donc, c'est un effet partiel, si vous voulez, de rééquilibrage. Alors, le malheur, et c'est là que j'arrive à l'urgence que nous avons en termes climatiques, c'est qu'il y a les boucles de réaction positives, c'est-à-dire les effets boule de neige. Là, c'est la cause qui a un effet et l'effet qui revient sur la cause en aggravant la cause. Alors, je vous en donne un exemple élémentaire, c'est la fonte des neiges. Nous consommons du carbone. Nous accroissons la température. Comme la température s'accroît, les neiges fondent et la calotte glaciaire, ou les deux calottes glaciaires, fondent, diminuent en surface. Or, la calotte glaciaire a un très gros avantage, c'est qu'elle est très réfléchissante, elle agit un peu comme un miroir, c'est-à-dire que l'énergie solaire qui tombe sur la calotte glaciaire est quasiment intégralement réfléchie. C'est donc de l'énergie solaire qui est repoussée. Si nous pouvions accroître la dimension des calottes glaciaires, comme ça s'est produit dans les glaciations, eh bien, moins d'énergie solaire vient réchauffer la planète et il y a une aggravation de la glaciation, c'est-à-dire que la Terre devient de plus en plus froide. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les calottes glaciaires diminuent et cette zone blanche qui réfléchit la lumière devient plus faible et elle est remplacée par quoi? Elle est remplacée par la mer qui est sombre. Vous voyez sur cette image qui est à gauche, vous voyez que la mer est bleu sombre.
Donc, il y a là une réflexion qui est beaucoup moins forte. La mer absorbe de la chaleur du Soleil. Voilà, mais il y a plein d'autres effets comme ceci, boule de neige. Il y a l'acidification des océans. Et puis, je vais en citer un qui inquiète beaucoup, c'est le permafrost. Le permafrost, c'est de la terre gelée. Dans un certain nombre de régions, de grandes régions de Sibérie, il fait tellement froid que même en été, la terre reste gelée. Elle peut rester gelée sur 5 mètres, 10 mètres, etc. Parfois, la croûte, la surface dégèle, mais l'intérieur reste gelé. Ce qui se produit actuellement, c'est qu'avec le réchauffement climatique, de la même façon que la neige fond, eh bien, le permafrost fond. Or, le permafrost, c'est de la terre, c'est-à-dire que c'est plein de détritus végétaux. Et les détritus végétaux, ça pourrit. C'est-à-dire que actuellement, ça ne pourrit pas parce qu'ils sont gelés, ils sont dans un congélateur. Mais si vous les sortez du congélateur, là, ils pourrissent. Et lorsque donc une partie de la toundra ou de ces contrées sibériennes s'est réchauffée, eh bien, vous avez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres ou 10 mètres de détritus végétaux qui sont attaqués par les bactéries et beaucoup de ces bactéries fabriquent du méthane. Alors voilà, le résultat, c'est une émission de méthane. Et le drame, c'est que 1 litre de méthane a un effet sur l'effet de serre, a un impact sur l'effet de serre qui est 28 fois celui d'1 litre de CO2. Donc, l'effet est absolument considérable. Donc, aujourd'hui, on surveille plus ou moins cela, mais on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas réellement quel est l'effet et on ne sait pas si cela peut provoquer un effet de boule de neige très, très fort. Alors, le drame des effets boule de neige, c'est qu'une fois qu'ils s'enclenchent, vous commencez par avoir une situation complètement chaotique dans le climat. On en voit un petit peu les prémices aujourd'hui. Mais bon, le climat reste quand même grosso modo stable, mais on commence à voir des effets chaotiques. Et puis, les effets chaotiques peuvent se traduire par un basculement complet. Ce basculement s'est produit déjà sur la planète Vénus. La planète Vénus était habitable comme la Terre au tout début, disons quand la vie est apparue sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années. À cette époque, Mars comme Vénus étaient des planètes habitables. Et ce qui s'est produit sur Vénus, parce que Vénus est plus près du Soleil, c'est que de la vapeur d'eau s'est accumulée lorsque la planète dégazait, si vous voulez, de l'eau qui était à l'intérieur a commencé à dégazer, à sortir, et une atmosphère épaisse s'est constituée avec beaucoup de CO2 et beaucoup d'eau. Et l'eau est aussi un gaz à effet de serre, la vapeur d'eau. Et ce qui s'est produit, c'est un emballement, c'est-à-dire que cet effet de serre a chauffé, chauffé, chauffé la planète et très rapidement, la planète est arrivée à sa température actuelle qui est de l'ordre de 500 ou 600 degrés. Donc voilà ce qui nous pend au nez. C'est que ce n'est pas un échauffement de 5 degrés qui fait que on pourrait cultiver du vin en Angleterre. C'est pas ça, c'est qu'on passe de 20 degrés à 150. Voilà. Alors, quelles sont les réactions possibles par rapport à ça? Et là, je vais me placer dans l'horizon du millénaire. C'est-à-dire que je vais imaginer des actions qui ne sont peut-être pas possibles aujourd'hui, mais qui peuvent le devenir. Bon, première action qui vient à l'esprit, c'est nous consommons trop et nous consommons cela sous forme de carbone, eh bien, arrêtons de consommer. Bon, personnellement, j'ai des doutes sur cela. La première raison, c'est que certes, on peut, aujourd'hui, on voit qu'on utilise beaucoup plus le vélo que la voiture, etc. Bon, mais il sera difficile de réellement comprimer notre consommation. Il y a une part de l'effet de serre aujourd'hui qui est due à l'électronique.
Et l'électronique aujourd'hui consomme déjà 2 fois plus que l'aviation. Donc vous voyez ces jeunes qui disent il faut arrêter les avions parce que ça coûte trop cher au niveau du carbone. En même temps, ils passent leur journée devant leur écran de smartphone et ils ne se rendent pas compte que leur écran, Facebook, tout ce qui passe là-dessus et les data centers et les télécommunications qui leur permettent d'utiliser leur téléphone consomment déjà 2 fois plus que l'avion. Et l'avion, c'est à peu près stable, alors que l'électronique, ça double peut-être tous les 10 ans. Donc, cela me rend pessimiste sur la capacité réellement de diminuer notre consommation. Et l'élément majeur pour cela, pour moi, qui me fait penser à cela, c'est les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement consomment par tête 10 fois moins que nous. Je vous rappelle qu'un homme consomme 10 watts. Votre consommation, qui est assurée par votre alimentation et par l'oxygène que vous respirez, eh bien, c'est 100 watts, comme une ampoule. Ça, c'est le corps humain, c'est-à-dire c'est, disons, l'homme de l'Antiquité ou de la préhistoire. L'homme, aujourd'hui, qui vit en Afrique, dans des pays en voie de développement, a déjà multiplié par 10 sa consommation. Donc, il est à 1 kilowatt par personne. Oui, parce qu'il utilise les feux pour fertiliser les champs, il se chauffe au bois, il a tout de même des voitures, des camions, etc. Et nous, Européens ou Américains, nous avons encore multiplié par 10 cette consommation. Donc, 100 watts pour l'homme préhistorique, 1 kilowatt pour l'homme au centre de l'Afrique et 10 kilowatts pour vous et moi. Alors, la grande question des pays sous-développés, c'est que ces gens-là aspirent à un niveau de vie et un confort de vie comme le nôtre. Comment expliquer que s'il y a des vagues de chaleur, ils vont mourir de chaud dans leur case, alors que nous tournons un bouton et nous mettons l'air conditionné chez nous. Donc, on imagine bien que ces gens-là vont avoir besoin d'énergie et si on fait le total, eh bien, nous arriverons peut-être à amoindrir les choses en baissant la nôtre, mais ça sera compensé, quoi. Alors, la deuxième idée qu'on doit avoir, c'est la diminution de la croissance démographique. C'est vrai que si on extrapole la croissance démographique actuelle, la Terre devient totalement inhabitable à la fin du siècle. Donc, il va falloir arrêter de faire trop d'enfants. Et là, je serais plus optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un exemple réussi, c'est la Chine. La Chine, maintenant, est arrivée par politique, par des réglementations. Et la Chine est arrivée à ramener sa croissance démographique à presque zéro. Et actuellement, je pense même que le taux de renouvellement n'est plus assuré, puisque je pense qu'ils sont à 1 enfant par couple. Ce qui va d'ailleurs leur poser un problème, c'est un problème de vieillissement. Mais bon, nous avons un exemple réussi au moins en Chine, donc on peut imaginer que dans le millénaire, on arrivera à régler ce problème, et c'est possible dans le siècle. Alors il reste le problème maintenant de la nature de l'énergie. Là, j'en ai parlé abondamment, c'est le problème du carbone. Donc là, déjà, les programmes sont très engagés sur l'éolien, le solaire, le nucléaire, et nous avons des mesures de taux de carbone partout. Tout est sous surveillance. Alors, ça ne veut pas dire que ça avance comme on le souhaiterait, mais disons, les choses sont déjà très bien engagées. Mais là aussi, voyez-vous, il y a le problème des pays en voie de développement. Si un pays se développe beaucoup, je ne sais pas, prenez le Nigeria, qui développe sa population et qui a besoin de nourrir et de faire vivre des centaines de millions de personnes, eh bien, s'ils ont sur leur territoire du charbon, ils iront vers le charbon, naturellement. Finalement, on ne va pas leur reprocher, ils feront ce que nous avons fait.
Alors, ça veut dire qu'il faudra probablement les convaincre de ne pas aller vers le charbon, leur fournir d'autres moyens énergétiques, les aider financièrement pour qu'ils bénéficient plus vite de l'expérience que nous avons, nous qui avons historiquement nui à la planète par l'utilisation du carbone. Alors maintenant, il reste un espoir important, c'est l'énergie nucléaire par fusion. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de faire de l'énergie par l'atome. Il y a la fission et la fusion. La fission, ça consiste à utiliser de gros atomes comme l'uranium ou le plutonium qui sont instables. Et ces atomes tendent à se scinder en deux en envoyant des radiations et donc de l'énergie. C'est ce qu'on a utilisé dans les premières bombes, les bombes A, plutonium, uranium, et c'est ce qu'on utilise toujours aujourd'hui dans les centrales nucléaires. On met des barres d'uranium dans des cuves. Mais il existe une seconde forme d'énergie nucléaire qui est plutôt l'inverse, c'est la fusion, c'est-à-dire qu'on prend de tout petits atomes, le plus petit c'est l'hydrogène. Si vous fusionnez deux atomes d'hydrogène, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des neutrons, mais ça sera grosso modo deux hydrogènes égale un hélium, si vous voulez. Ce sont des atomes tout petits et lorsqu'ils fusionnent, ils dégagent de l'énergie. Cette énergie par fusion est déjà employée depuis longtemps pour la bombe H. Les bombes A, ça n'existe plus aujourd'hui. On fait des bombes H qui sont 100 fois plus puissantes. Et ça existera prochainement dans des centrales à fusion nucléaire. Alors là, je vais vous donner un élément d'optimisme. Alors pourquoi optimisme? Parce que si vous consommez de l'hydrogène, c'est le premier élément dans l'ensemble du cosmos, donc c'est idéal d'utiliser l'hydrogène comme carburant. Eh bien, l'indice intéressant que je vais vous donner est le suivant. Aujourd'hui, ou disons jusqu'à il y a un an ou deux, nous étions dans une phase d'expérimentation très lourde avec ce qu'on appelle des tokamaks. Tokamak, c'est une très grosse installation dans laquelle on crée des températures qui vont jusqu'à 150 millions de degrés, et c'est ce qu'il faut pour obtenir la fusion. Donc, il existe aujourd'hui 3-4 gros centres d'expérimentation. Celui dont vous avez entendu parler en Europe s'appelle ITER en France, et c'est un très très gros projet international qui fonctionne à base de dizaines de milliards d'euros, qui est énorme. Alors, je vous disais qu'il y a des éléments positifs. Effectivement, pendant ces 2 dernières années, il y a 5 ou 6 startups dans le monde qui ont réussi à réunir des fonds privés et pas des petits, entre 500 millions et 1 milliard de dollars, pour développer des techniques de fusion alternatives, c'est-à-dire de nouvelles idées, de l'innovation, qui permettraient de faire des centrales plus facilement, des centrales beaucoup plus légères et qui pourraient déboucher beaucoup plus tôt. Parce que le projet ITER, dans le meilleur des cas, va nous donner, dans les années 30, une idée qui sera oui, c'est possible, et puis oui, ça coûtera tant, et puis voilà ce qu'il faut faire pour y arriver, il faudra qu'on développe de nouveaux matériaux, et voilà, on aura une feuille de route, mais une feuille de route qui s'étale sur le siècle, alors que les startups dont je vous parle cherchent à mettre au point des techniques plus légères et qui, elles, pourraient donner des centrales, les premières centrales, peut-être dans une quinzaine d'années déjà. Alors, ça veut dire que assez rapidement, finalement, on devrait avoir la fusion nucléaire disponible sur Terre. Par contre, on ne peut pas compter là-dessus pour éviter ce dont on parlait tout à l'heure. L'effet d'emballement risque de se produire avant que nous ayons le secours des centrales nucléaires. Nous sommes entourés par les Indiens et la question
et que la cavalerie américaine est trop loin pour arriver à temps. Alors, après, une fois qu'on aura ces centrales, peut-être plus petites, eh bien, on pourra développer un parc. Mais là, c'est pareil, ça prendra 50 ans, 100 ans pour développer un parc complet de ces techniques-là. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose de plus osé, finalement, de plus particulier. C'est la capacité de l'homme qui détruit la planète aujourd'hui, c'est sa capacité à corriger les dégâts en agissant directement sur la planète. Si la planète s'échauffe, avons-nous le pouvoir de la refroidir? La réponse est oui, mais. Alors, d'abord, oui, qu'est-ce que ça peut être? L'enfouissement du carbone. Nous avons dit que les foraminifères dans les océans enfouissaient le carbone. Nous avons dit que les plaques tectoniques enfouissaient le carbone sous terre. Mais l'homme peut aussi enfouir le carbone. Alors aujourd'hui, vous avez déjà des installations qui existent. Donc on est déjà à un stade industriel. On sait déjà, par exemple, quand on construit une usine qui va fabriquer beaucoup de CO2, qui va cracher dans l'air beaucoup de CO2, on sait capter le CO2 à la sortie des cheminées, comprimer et liquéfier ce CO2 et ensuite l'enfouir profondément sous terre, là où il pourra se stocker, comme le gaz naturel, par exemple, qui est stocké dans le sous-sol. Et on peut stocker ainsi de grosses quantités de CO2 dans le sous-sol. Bon, je vous rappelle que le CO2 n'est pas une molécule toxique. Hein. Le CO2 est une molécule extrêmement stable, comme l'eau, et qui donc n'a pas d'effet toxique, même si ça touchait aux nappes phréatiques, je ne sais pas, il n'y a aucun problème. À la limite, on aura peut-être un petit peu plus de gazeuse, mais bon, ce n'est pas dangereux en soi. On sait enfouir le carbone, on sait même le retirer de l'atmosphère, c'est-à-dire que là, je vous parlais d'un exemple près d'une usine, mais on peut aussi, n'importe où dans le monde, construire une usine qui capte le CO2 de l'air et qui l'enfoue. Bon, le problème, vous vous en doutez, il est économique. C'est que l'usine dont je parlais tout à l'heure, qui fabrique je ne sais quoi et qui émet du CO2, si on lui colle une installation d'enfouissement, elle double le prix de la marchandise qu'elle fabrique. Donc, il y a un problème économique. Mais bon, ça peut se résoudre, un problème économique. Autre solution, c'est la reforestation, puisqu'on le disait tout à l'heure, la végétation a un effet sur la cause, hein. C'est un effet de feedback, de rétroaction négative qui permet de réduire la cause. On disait que si chaque habitant de la Terre plantait un arbre, on serait sauvé. Donc, il y a des solutions à ce niveau-là. Maintenant, je parle d'une autre dont je vous ai déjà parlé, c'est l'albédo. En fait, je vous ai parlé de la calotte glaciaire. Quand je vous disais que la calotte glaciaire réfléchit la lumière du soleil, donc la calotte glaciaire a un effet bénéfique de renvoyer l'énergie vers l'espace. C'est ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est si vous voulez, le coefficient de réfléchissement. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'albédo de la neige est très, très forte, c'est-à-dire que c'est presque un miroir, alors que l'albédo de la mer est mauvais. La mer est sombre et elle absorbe plutôt plus qu'elle ne réfléchit la lumière. Alors, il y a quelque chose qui est très bon, très bénéfique au niveau de l'albédo, c'est les nuages. Les nuages sont blancs. Donc, plus il y a de nuages, plus la lumière du soleil est arrêtée et renvoyée. Alors, on arrive à l'idée tout de suite, fabriquer des nuages. Or, on sait fabriquer des nuages. Il faut vaporiser différents produits dans l'air à certains moments et on peut fabriquer des nuages. On sait même faire de la pluie. Alors, c'est une solution qui est envisageable peut-être en certains endroits d'accroître l'albédo de la Terre. On peut d'ailleurs aussi l'accroître par la végétation, parce que vous savez qu'il y a des arbres qui sont plus réfléchissants que d'autres. Pensez aux oliviers, par exemple, qui ont des feuilles
très pâle, très clair. Et comparer cela à une forêt une plantation d'oliviers comparée à une forêt de hêtres, par exemple, eh bien, l'albédo de la culture d'olivier est supérieur. Donc, on peut aussi agir en plantant en certains endroits du sol terrestre, plantant certaines espèces dont l'albédo est supérieur. Et puis finalement, je vous parlais de tout ce qui se passe dans les océans. Eh bien, on peut agir là-dessus. On peut agir en modifiant éventuellement la composition chimique. Par exemple, s'il y a trop d'acidité dans les océans, on peut envoyer des produits basiques, c'est-à-dire qui diminuent l'acidité. Bon, soyons clairs, tout ce que je viens de dire sur l'action directe sur la planète, c'est bien beau, mais c'est agir comme un apprenti sorcier. Parce que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, les équilibres de la planète sont tellement complexes et nous sommes tellement loin de les comprendre que si nous commençons à toucher à tout cela, ben nous pouvons avoir des effets négatifs totalement insoupçonnés, quoi. Alors, bon, c'est la situation aujourd'hui. On peut penser quand même raisonnablement que dans le millénaire, on comprendra mieux Gaïa, la planète, on comprendra mieux tous ces effets de cause à effet donc, qui sont multiples et on aura certainement des moyens d'agir. Alors, de tout cela, je dirais qu'à titre de résumé qu'il y a une urgence et que c'est bien beau de parler du millénaire, mais si on n'arrive pas à franchir le siècle présent, c'est un problème. Ça, c'est le problème de l'emballement qu'il faut résoudre de façon très rapide. Maintenant, à long terme, il ne faut pas se voiler la face, la Terre va s'artificialiser. C'est-à-dire que je suis moi un amoureux de la nature, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que c'est mon amour de la nature qui me guide vers cela. Et beaucoup d'entre vous sont aussi des amoureux de la nature. Alors, c'est difficile à entendre pour nous, le fait que la planète va progressivement s'artificialiser, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de béton, de moins en moins de forêts. Voilà, alors, voyons-le positivement. Si vous pensez à nous, qui vivons le plus souvent en ville, pensez à ce qu'était l'homme préhistorique, le cueilleur-chasseur qui était dans la forêt. Eh bien, il était heureux dans la forêt, nous sommes heureux en ville. On ne peut pas dire... Lui, par contre, serait malheureux s'il était en ville. C'était l'objet d'un film, d'ailleurs, assez drôle. Mais donc, on peut penser que l'humanité va beaucoup changer. Je vous disais qu'entre ici et la fin du millénaire, ça serait un peu les mêmes changements qu'entre l'Australopithèque et nous. Et donc, les goûts et les façons de vivre et le bonheur des êtres humains évoluera. Et si nous voyons très mal l'artificialisation de la planète, ceux qui vivront à ce moment-là ne le percevront peut-être pas comme ça. Voilà, pour terminer, je dirais attention, dans le millénaire, il y aura un autre seuil qui sera franchi, qui n'est pas encore franchi aujourd'hui, c'est le seuil où, non, je ne parle plus du carbone maintenant, mais de la consommation en kilowatts, lorsque la consommation humaine deviendra suffisamment sensible par rapport à toute l'énergie qui est brassée par la Terre. Je rappelle que la Terre reçoit tous les jours une énorme quantité d'énergie de la part du Soleil, et la nuit, la Terre renvoie cette énergie. Le seul problème, c'est qu'elle en renvoie un petit peu moins qu'elle en reçoit, et ça s'appelle l'effet de serre. Mais bon, si on oublie ce petit pourcentage, la Terre réémet la nuit ce qu'elle reçoit le jour, grosso modo. Et si on prend ce flux d'énergie, la partie humaine est toujours quand même négligeable aujourd'hui, 2 pour 1000. Mais si, dans le millénaire, nous commençons à fabriquer massivement des centrales à fusion et nucléaire, alors là, nous risquons d'apporter de l'énergie qui viendra en plus de l'énergie solaire et qui peut nous faire franchir un nouveau seuil avec de nouveaux problèmes dans le courant du millénaire. Bon, voilà, tout ça pour dire que c'est compliqué et en même temps urgent. Quelles sont les clés du sauvetage de la Terre? Je dirais qu'elles sont sociales.
elles sont sociales. C'est d'abord la prise de conscience de la population, tout part de là. Bon, à ce niveau-là, on voit qu'il y a une prise de conscience. Tous les partis politiques mettent l'écologie dans leur menu, même si c'est souvent du blablabla. Mais surtout, on voit que les jeunes sont quand même beaucoup plus sensibles à cela que leurs parents. Et donc, on voit que la sensibilité au sujet, la conscience de la population s'accroît. Le seul problème, c'est que ce ne sont pas nos enfants qui résoudront qui éviteront ce problème normalement, ce sont les parents. Donc, il faut que l'action se passe au niveau des parents et non des enfants. Deuxième problème, je l'ai mentionné, c'est l'acceptation de sacrifices dans les pays riches. Donc, ça passera quand même par là, forcément, et dont des sacrifices économiques. Et puis finalement, il y a ce problème très aigu de la capacité des États à se coordonner. Quand on voit que les États-Unis, premier consommateur d'énergie et fabricant de carbone du monde, entrent dans les accords de Paris et quelques années après en sort, c'est préoccupant. Alors voilà, ce sera la société arrivera-t-elle à faire face à ces enjeux, c'est la grande question, et ça, ce n'est pas dans le millénaire, c'est dans le siècle. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres évolutions qui peuvent avoir un effet majeur sur l'humanité, qui sont les cataclysmes. Alors, je vais aller relativement vite, si vous voulez, parce que ces cataclysmes, je pense qu'on aura des moyens de lutter contre. Quels sont-ils? Il y en a trois que je vais citer en premier. Le quatrième est biologique, ce sont les virus et les bactéries. En tout cas, au niveau de la Terre, il y en a trois qui se ressemblent beaucoup. La chute d'un astéroïde, ça c'était ce qui s'est passé avec les dinosaures. Un gros volcan, c'est aussi ce qui s'est passé au niveau des dinosaures, parce que maintenant on sait qu'ils ne sont pas morts uniquement de cet astéroïde qui est tombé au Mexique, mais qu'ils sont aussi morts de gigantesques volcans qui sont sortis en Inde, des volcans qui ont fait sortir une quantité de lave qui représente plusieurs fois la superficie de la France. Donc, c'est le deuxième péril, les volcans. Et le troisième, c'est la guerre nucléaire. Alors, ces trois périls se ressemblent beaucoup parce que dans les trois cas, ce qui se produit est assez proche. Ce qui se produit, c'est obscurité, toxicité. Alors, je prends d'abord l'astéroïde. Eh bien, l'astéroïde, lui, crée une énorme explosion en tombant et envoie dans l'atmosphère une quantité de poussière considérable et de gaz aussi, parce que tout se liquéfie et se transforme même en gaz à l'endroit de la chute. Tout ceci crée donc de l'obscurité. L'obscurité fait que la végétation ne se développe plus. Alors, effet bénéfique, c'est l'effet de serre. Ça, l'effet de serre disparaît parce qu'il n'y a plus de l'énergie solaire n'arrive plus au sol. Et donc, on est tranquille pour l'effet de serre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de végétation, comme c'est la base de toute la chaîne alimentaire. Toute la chaîne alimentaire s'écroule et au sommet de la chaîne alimentaire, il y a les plus grands prédateurs, dont l'homme, qui disparaissent. Voilà. Alors, le risque est très faible. Hein, le risque d'astéroïde est très faible parce qu'un astéroïde de 10 km comme celui qui a tué les dinosaures, c'est à peu près tous les 150 millions d'années. Donc, vous voyez, ça peut arriver demain, hein, mais on est quand même relativement tranquille. Alors, on s'en préoccupe quand même parce qu'un astéroïde, même plus petit et d'une centaine de mètres, ça ferait déjà des dégâts considérables, hein, des centaines de milliers de morts, peut-être des millions si ça tombait sur des endroits à forte population. Donc, on s'en occupe. Et là, je voudrais saluer les efforts de deux pays qui sont les États-Unis et la Chine, car l'un comme l'autre dévouent une partie de leur budget de recherche à des solutions pour les astéroïdes.
Le risque, dans le millénaire, le risque des astéroïdes est faible, hein, parce que maintenant on les suit, on les connaît, les astéroïdes, on les suit très précisément et on mesure très précisément leur trajectoire et on ne voit pas de grosses menaces. Donc on a tout le temps finalement de mettre en place des solutions. Quelles peuvent être ces solutions? Eh bien, d'abord, c'est les détecter, ça on sait faire. Ensuite, quand on les a détectés suffisamment loin, il faut les dévier. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut calculer très bien leur trajectoire, on peut vraiment mesurer s'ils vont tomber sur Terre ou pas. Et il suffit, si on prend les choses 2 ans à l'avance, hein, il suffit, si on envoie une fusée vers eux, il suffit de peu d'énergie pour les dévier d'une fraction de degré, et c'est suffisant pour nous mettre à l'abri. Et donc, ça met en œuvre des énergies qui sont compatibles avec ce que nous pouvons faire, nous autres êtres humains. Donc, grosso modo, les détecter suffisamment à l'avance, faire les bons calculs, ce qu'on sait faire, envoyer une fusée vers eux, et soit par le seul choc de la fusée qui tomberait sur l'astéroïde dans le bon sens, dans le bon axe, soit en faisant exploser une bombe nucléaire contre l'astéroïde, on lui imprime une petite déviation, et cette petite déviation est suffisante pour nous sauver. Donc ça, c'était l'astéroïde. Je vous ai dit obscurité, je vous ai dit aussi toxicité, puisque l'astéroïde envoie plein d'acidité qui tombe dans les océans, ce qui fait que ça tue les poissons aussi. Donc on ne peut pas rêver de se convertir à la nourriture maritime, manger du poisson pour se sauver. Même ça, ça disparaît. Les volcans ont à peu près le même effet. Donc obscurité, toxicité. Je vous rappelle un petit événement hein, qui quand même fait réfléchir. C'est ce volcan qui, il y a quelques années, a éclaté en Islande. Et vous vous souvenez peut-être qu'à cause de ce volcan, on avait dû interrompre les circulations aériennes en Europe. Donc vous voyez comment la pollution d'un volcan peut aller très vite recouvrir des continents entiers. Alors, en revanche, le risque des volcans, moi, je le juge plus élevé que celui des astéroïdes. Parce que les astéroïdes, je vous ai indiqué des solutions, mais dans le cas des volcans, là, c'est beaucoup plus complexe. Alors, il y en a un qui est connu, c'est celui de Yellowstone. Le parc de Yellowstone attire beaucoup de touristes parce que, précisément, il y a un volcan en dessous, souterrain, qui crée des geysers et qui fait apparaître de l'eau chaude, etc. Donc tout ceci est intéressant. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que sous le terrain du parc de Yellowstone, il y a une accumulation de magma considérable qui va un jour exploser et sortir. L'abcès crèvera, si vous voulez. Alors là, je pense que les risques sont plus importants que les astéroïdes, les risques de gros volcans. Alors que peut-on faire? Eh bien, on expérimente déjà à toute petite échelle, à Yellowstone, une technique visant à refroidir le magma. Alors, on fait des forages, on envoie de l'eau vers le magma, et cette eau refroidit le magma et fait une croûte basaltique, si vous voulez, une croûte de roche, qui permet de comprimer, maintenir la pression du magma liquide. Donc, l'exemple de Yellowstone est un peu aujourd'hui anecdotique, mais il montre qu'il y a tout de même des solutions à notre portée. Voilà. Alors par contre, le risque le plus grand, c'est celui de la guerre nucléaire, et nous sommes actuellement en pleine phase de difficultés avec la Russie, et il ne se passe pas 15 jours sans qu'il y ait une menace plus ou moins voilée d'utiliser l'arme atomique. Donc nous revenons dans ces périodes qui ont été très dures après-guerre, avec la guerre froide, c'était la baie des cochons, je ne me souviens plus, à Cuba, la crise de Cuba entre Kennedy et Khrouchtchev. Nous approchons un peu de cela. Et c'est très grave parce que
Aujourd'hui, le stock des grandes puissances nucléaires, c'est essentiellement la Russie et les États-Unis, c'est plusieurs fois, je pense même plus de 100 fois, la quantité nécessaire pour éradiquer l'humanité sur Terre. Donc, c'est très préoccupant. Alors, vous savez qu'Einstein était à l'origine de la bombe atomique parce que Einstein, lorsqu'il était en Allemagne, savait très bien que les Allemands étaient les plus avancés du monde sur le plan de la physique nucléaire et qu'avant-guerre, les Allemands avaient été les seuls à expérimenter ce qu'on appelle la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, c'est ce que vous avez dans une bombe ou aussi dans une centrale nucléaire. La réaction en chaîne donc, a été réalisée pour la première fois juste avant-guerre. Et comme Einstein le savait, Einstein a prévenu Roosevelt par une lettre restée célèbre en 1939, dans laquelle il dit « Sachez que nous, scientifiques, avons les moyens de créer une bombe qui, lancée sur un port, ne détruirait pas un navire ou un morceau d'un gros navire, mais détruirait le port entier et peut-être toute la ville autour du port. » Et c'est ce qui a déclenché le projet Los Alamos par Roosevelt. Eh bien, le même Einstein s'est mordu les doigts lorsqu'après-guerre, il a vu se développer à toute vitesse l'arsenal nucléaire de la Russie et des États-Unis. Et il avait sorti cette boutade que je vous lis. « Je ne sais pas comment se déroulera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la quatrième se fera à coups de massue. L'homme sera redevenu préhistorique probablement. » Alors, je vais terminer cette partie sur la bombe nucléaire en vous racontant une anecdote qui est malheureusement vraie, peu connue mais vraie, qui est l'histoire d'un certain Stanislas Petrov, et qui est finalement assez récente puisque ça date de 1983. La nuit, Stanislas Petrov est officier de garde dans un centre soviétique qui surveille le ciel pour repérer une éventuelle attaque nucléaire par missile venant des États-Unis. Ce soir-là, dans la nuit, Stanislas Petrov voit sur ses écrans 5 missiles qui transitent depuis les États-Unis vers la Russie. Il regarde bien et là, les minutes comptent parce que si vous avez des missiles qui sont en train de voler, bon, c'est une question de quelques heures pour qu'ils arrivent. Donc, il faut aller vite. Alors, il cherche son chef et il ne le trouve pas. On finira par le retrouver cuvant sa vodka dans un coin. Il revient, Stanislas Petrov, à son écran et il se dit, que faire? Est-ce que je préviens la hiérarchie au-dessus de mon chef? Qu'est-ce que je fais? Et là, il tient un raisonnement que je trouve extraordinaire, de bon sens. Il regarde ces impacts qui avancent vers la Russie et il dit, ça ne doit pas être une guerre nucléaire. Parce que si c'était une guerre nucléaire, il n'y en aurait pas 5, il y en aurait probablement 50 ou 100. Et il décide, alors je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de la témérité, mais il finit par décider de ne pas de ne pas effrayer tout le monde avec une fausse nouvelle. Et le lendemain, eh bien, on étudie ce qui s'est passé. Le lendemain, il n'y a pas eu de guerre nucléaire, Dieu merci. Et on découvre effectivement que ces images qu'on voyait étaient fausses. C'est ce qu'on appelle des artefacts. Un artefact, c'est un effet artificiel, si vous voulez, qui est créé par autre chose. Ce n'étaient donc pas des missiles, en fait, c'était des reflets à travers les nuages. Et ces reflets faisaient des petites taches sombres qui avançaient sur l'écran radar. Voilà. Alors, conclusion morale de cette histoire,
que se serait-il passé, premièrement, si le chef de Stanislas Petrov n'avait pas bu une bouteille de vodka ce soir-là? Que se serait-il passé si la hiérarchie militaire soviétique avait bien fonctionné, c'est-à-dire que l'information de Stanislas Petrov serait remontée? Que se serait-il passé? Eh bien, je crois qu'on a du souci à se faire. Et cette anecdote n'est pas très connue. Il vaut peut-être mieux qu'elle ne soit pas trop connue, d'ailleurs, pour ne pas effrayer toute la population. Alors maintenant, je passe à un danger que vous comprendrez très facilement, puisqu'il s'agit du danger biologique, bactéries ou virus. Nous en avons un petit avant-goût avec le Covid. Bon, ça nous rappelle les grandes épidémies de peste et de choléra. Et là, nous avons un exemple qui nous a surpris avec le Covid-19. Surpris, nous, mais pas tout le monde, parce que Bill Gates, en 2015, lors d'une conférence, parce qu'il avait investi une partie de sa fondation pour la lutte contre l'Ebola et quelques autres virus, Bill Gates, lors d'une conférence, disait « Le prochain cataclysme de l'humanité ne viendra pas des astéroïdes. Il viendra d'un virus. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, maintenant, il y a virus et virus. Je tiens à préciser que celui du Covid, le coronavirus, est un très gentil virus, très gentil, car sa mortalité, le taux de mortalité depuis le début, et c'est encore vrai aujourd'hui, ne dépasse pas 1%. On est dans les ordres de 4-5 pour 1000. Donc, c'est un virus qui est très gentil pour l'homme par rapport à d'autres, puisque je crois savoir que le virus de l'Ebola atteint 60% de mortalité. Vous l'attrapez, vous mourrez. Alors, on peut évidemment imaginer, et ça n'est pas du tout irréaliste, on peut très bien imaginer un virus aussi contaminant, aussi transmissif que le Covid, mais avec une mortalité, si c'était simplement de 10%, c'est déjà 20 fois plus que le Covid. Donc, il y aurait aujourd'hui 300 ou 400 millions de morts dans le monde. Et donc, voilà le danger qui nous pend au nez. Alors, maintenant, c'est ce que dit Bill Gates. Bill Gates ajoute, nous avons des armées dans nos pays. Nous avons des armées. Qu'est-ce qu'une armée? C'est un ensemble de moyens humains et militaires qui sont préparés, qui sont prêts à lutter s'il y avait une guerre, qui maintiennent en état leur armement, qui maintiennent les moyens de façon à ce qu'ils soient utilisables rapidement s'il le faut, et qui intervient le jour où il le faut. Eh bien, nous pourrions avoir de la même façon un budget, entre guillemets, militaire biologique qui servirait à préparer des équipes d'hommes, qui possèdent des ensembles de scaphandres, qui possèdent un peu partout des centres d'hébergement stérilisés, etc., qui possèdent des laboratoires pour mettre au point très vite tout ce qui est sérum, vaccin, etc. Et tout cet équipement-là pourrait être maintenu par tous les pays, parce qu'il faut qu'il y en ait partout, un peu comme nos armées. Et le coût serait bien inférieur parce que tout ce que je viens de vous dire, des masques, des centres hospitaliers, des centres d'hébergement, ça coûte beaucoup moins cher que des bombes atomiques et des missiles. Donc l'idée de Bill Gates, ce serait d'avoir un budget entre guillemets militaire pour les virus, mais qui serait très inférieur au budget actuel des armées. Alors maintenant, revenons à notre horizon du millénaire. Moi, je pense, je suis optimiste sur le sujet, je pense que nous aurons les moyens de lutter contre les bactéries et les virus parce que nous avons maintenant des moyens génétiques considérables. Donc, nous savons attaquer ces petites bêtes par leur génome.
Et donc, de plus en plus, on aura la solution. Et là, je voudrais saluer au passage les firmes de BioNTech et Pfizer, qui ont mis au point qui ont mis au point un vaccin ARN en 9 mois, qui finalement a plus ou moins sauvé la planète. Record absolu de rapidité, car la technologie d'ARN, elle était déjà expérimentée sur des animaux, sur d'autres choses, mais pas du tout pour des virus comme le coronavirus. Donc on est parti de zéro avec ce virus, et avec une technologie totalement innovante. Et en 9 mois, on a sorti un vaccin. On disait au tout début du coronavirus qu'il fallait 10 ans pour sortir un vaccin. Vous voyez, c'est donc quelque chose d'extraordinaire. Et donc, si vous extrapolez cela, vous vous dites bon, on saura combattre le virus. Par contre, soyons clairs, on saura combattre les virus, mais il faudra 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être pour avoir la formule parfaite d'un vaccin et pour la déployer aussi, parce qu'après, il faut vacciner tout le monde. Donc, pendant ce temps de mise au point et d'utilisation du vaccin, ben là, il y aura des morts. Ce qui fait qu'on parle quand même là de dangers qui peuvent se traduire par 1 million de morts au niveau de la planète. C'est possible, voilà. Alors maintenant, si je résumais tous ces grands périls dont je vous ai parlé, eh bien, il y a un constat accablant tout de même, c'est que parmi tous ces périls, ceux que je vous ai présentés comme les plus dangereux sont, comme par hasard, ceux qui sont engendrés par l'homme. Oui, je vous ai parlé de 2 grands périls. Le plus urgent, le plus dangereux, c'est l'emballement de l'effet de serre, et l'autre, c'est la guerre nucléaire. Les périls les plus dangereux sont ceux que nous fabriquons nous, et c'est ce qui faisait dire à Christian de Duve, prix Nobel de médecine, c'est le grand spécialiste de la cellule, Christian de Duve. Je vous engage à lire ses livres qui sont absolument passionnants, si le sujet vous intéresse. Et Christian de Duve disait « L'extinction de l'humanité, si elle a lieu, ne sera pas due à son échec, mais à son succès. » Voilà la conclusion. Alors là, je vous ai parlé de tout ce qui peut nous tomber sur la tête, tout ce qui est négatif, mais il faut aussi parler maintenant de l'évolution de l'humanité elle-même. Et là, il y a du positif et du négatif. Alors, qui dit évolution, si on revient sur le passé, qui dit évolution dit Darwin. Notre évolution qui a mené à l'homme, nous en avons parlé largement, c'est une histoire de 3,8 milliards d'années, c'est très lent. C'est une évolution qui est entièrement fondée sur le système darwinien. Vous avez expliqué comment le système darwinien est une espèce de tirage de loterie systématiquement gagnant. J'avais appelé ça une martingale qui gagne à coup sûr et qui fabrique chaque fois un être plus complexe à partir d'un être précédent qui était moins complexe. C'est donc une machine à fabriquer la complexité qui est redoutable. Par contre, elle est très lente. Elle est très lente et aujourd'hui, chez l'homme, cette machine s'est arrêtée. Voilà. L'homme, le génome humain, n'évolue plus. L'évolution s'est gelée. Pourquoi? Parce qu'avec la civilisation, nous avons une nourriture abondante. Bon, il y a encore quelques famines à droite à gauche en Afrique, hein, mais grosso modo, si vous prenez la population humaine, elle est nourrie. Et puis, il n'y a plus de prédateurs. On a parlé du coronavirus qui nous a un petit peu inquiétés, mais enfin, bon, nous mourrons d'autre chose que des prédateurs. Nourriture abondante, plus de prédateurs, il n'y a plus d'évolution darwinienne. Alors, je vais vous en donner un exemple un peu bizarre. Parmi vous, 30% d'entre vous ont du mal à digérer le lactose. C'est pourquoi au supermarché, vous avez un rayon de lait où il y a toujours des laits sans lactose. 30% ne digèrent pas le lactose. Pourquoi? Alors, il faut remonter à l'homme préhistorique. L'homme préhistorique nourrissait les bébés au lait.
et plus longtemps que nous. Hein. Chez les préhistoriques, c'était 3 voire 4 ans. Le bébé tétait sa mère pendant longtemps. Et puis, bon, la mère en avait marre. À un certain moment, il fallait bien que le petit se nourrisse autrement, ne serait-ce que pour que la mère puisse faire d'autres bébés. Sinon, le mécanisme darwinien n'aurait pas marché. Alors, pour que le mécanisme darwinien marche, il fallait qu'on cesse de téter à un certain moment. Et Darwin, l'évolution darwinienne, a inventé une astuce pour cela. L'astuce, elle est venue par hasard, c'est une mutation. Hein. C'est tout simple. L'évolution darwinienne, elle fonctionne sur des mutations au hasard. Simplement, elle sélectionne celles qui sont bonnes. Alors là, il y a une mutation qui a été sélectionnée. C'est un gène qui se déclenchait vers 3 ans chez le bébé et qui rendait le lait indigeste. Voilà. Le bébé se mettait à mal digérer le lait. Alors finalement, il n'aimait plus le lait, il avait envie de manger autre chose. Ce gène, donc, stoppait la digestion du lactose. Ce gène existe d'ailleurs chez tous les mammifères, parce que finalement, tous les mammifères ont eu le même problème, c'est qu'il fallait arrêter de la téter à un certain moment, il fallait sevrer l'enfant. Changement important qui se produit il y a 40 000 ans, pardon, il y a 40 000 ans, c'est l'évolution culturelle, là je parle de 10 000 ans, c'est l'invention de l'agriculture. Avec l'agriculture, on découvre qu'avec quelques vaches, on peut nourrir une tribu de 50 personnes. Et il y avait là un avantage considérable. Seulement, les hommes étaient intolérants au lactose. Alors, ils se nourrissaient un peu de lait, mais en même temps, ils le digéraient mal. Donc, la solution de l'agriculture était loin d'être parfaite. Seulement, le hasard est toujours là pour créer des mutations et la sélection darwinienne est toujours là pour sélectionner les bonnes. Et là apparaît par hasard une mutation. Elle est apparue d'ailleurs plusieurs fois en Anatolie, là où apparaissait l'agriculture. On sait qu'il n'y a pas une mutation, mais il y en a eu 2 ou 3 qui sont apparues et qui inhibait ce gène qui lui-même inhibait la digestion du lactose. C'est-à-dire que les individus qui avaient ce gène, qui naissaient avec ce gène, pouvaient digérer le lait. Alors évidemment, comme l'agriculture s'est beaucoup développée, les individus qui avaient ce gène, qui donc pouvaient digérer le lait, ces individus ont donné plus de descendance que les autres parce qu'ils étaient mieux nourris, tout simplement. Donc, étant mieux nourris par le lait, ils avaient plus de descendance. Comme il y avait plus de descendance, le gène dont ils étaient porteurs se propageait dans le pool génétique de la population. Et au début, quelques pourcents disposaient de ce gène, ensuite 10%, ensuite 50%. Et si on avait laissé les choses se faire, au bout d'un peu plus de temps, eh bien, toute la population humaine aurait bénéficié de ce gène qui permet la digestion du lactose. Seulement, entre-temps, il y a eu la civilisation. Et la civilisation a stoppé net cette évolution parce qu'il n'y avait plus de prédateurs et la nourriture était abondante. Si on ne se nourrissait pas de lait, on se nourrissait de maïs, hein, donc il y avait tout ce qu'on voulait. À partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de sélection darwinienne sur ce gène. Et la situation de l'époque s'est gelée. C'est une situation où 70% des gens bénéficiaient de ce gène, alors que 30% n'en bénéficiaient pas. Et la situation s'est gelée. Et nous avons aujourd'hui une image dans notre patrimoine génétique qui est celle-là. 70% des gens ont dans leur génome ce gène favorable. 30% ne l'ont pas, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'acheter du lait sans lactose pour une partie de la population. Alors maintenant, parlons de la culture. Avant l'apparition de l'agriculture, déjà, on a vu apparaître il y a 40 000, 30 000 ans, la culture chez Homo sapiens. Donc, c'est l'homme de Cro-Magnon
On en a parlé, on a vu les armements, les décorations des bijoux, les peintures rupestres, etc., les instruments de musique. Tout ceci a commencé à apparaître et il y a eu une véritable explosion culturelle. Cette explosion, c'est une forme d'évolution. Alors, est-elle darwinienne ou y a-t-il un rapport avec Darwin? C'est le biologiste Richard Dawkins, qui est assez connu pour ses positions souvent un petit peu iconoclastes. C'est Richard Dawkins qui, un jour, a dit oui, la culture fonctionne un peu comme l'évolution darwinienne. Alors, l'évolution darwinienne, elle porte sur le gène. Quand on dit qu'il y a évolution darwinienne, c'est une évolution du gène. C'est-à-dire que Darwin, l'évolution darwinienne, crée une sélection, elle favorise certains gènes, comme celui qui permet de digérer le lactose, et elle élimine ceux qui ne sont pas favorables. Mais c'est l'objet de la sélection, c'est le gène. Eh bien, Dawkins dit, dans la culture, c'est la même chose. Il y a une entité sur laquelle se fait la sélection, c'est le même, le même. Il a inventé le mot de même par une combinaison de gènes et de mémorisation. L'origine de même, c'est la mémorisation. Et qu'est-ce qu'un mème? Eh bien, Richard Dawkins définit un mème comme une unité, un peu comme un gène, si vous voulez, mais c'est une unité intellectuelle, c'est-à-dire un objet intellectuel qui peut se propager de cerveau en cerveau. Un gène se propage de vous à vos enfants. Un mème, c'est une idée ou quelque chose qui est dans mon cerveau, par exemple. Moi, je viens de vous parler de Richard Dawkins, et je vous transmets ce mème. Maintenant, vous connaissez quelque chose de plus de Richard Dawkins. Et peut-être demain, parlerez-vous à quelqu'un d'autre de Richard Dawkins. Donc, vous voyez, le nom de Richard Dawkins est un mème qui se propage de cerveau en cerveau. Alors, un mème, c'est un mot. Par exemple, je vous ai parlé de lactose. Vous avez appris, enfant, un jour, ce qu'était le lactose, à l'école peut-être. Et quand vous allez vous envoyez quelqu'un acheter, un de vos enfants va au supermarché, vous lui dites prends du lait sans lactose, tu verras marqué sans lactose. Ça veut dire que le mot lactose se propage de cerveau en cerveau. Alors, donc le même, c'est un nom, un mot, une image, mon visage par exemple. C'est une idée, l'idée de l'effet du gaz à effet de serre. Voilà, tout ce dont nous parlons, ce sont des mèmes et ils se propagent. Ils se propagent ou ils ne se propagent pas. Bah, ma conférence, si elle est complètement inintéressante, que personne ne s'y intéresse et que tout le monde ferme au bout de 5 minutes la vidéo, eh bien, ma conférence disparaît et je serai totalement inconnu et je n'aurai transmis rien du tout parce que ce n'est pas intéressant. Par contre, si je vous parle de choses intéressantes, là, vous allez les mémoriser et une partie de ce que je vous dis ressortira d'autres fois, ou bien vous lirez des livres dont je vous ai parlé, et puis tout ceci se développera et sera transmis. Alors, c'est comme ça que fonctionne la culture. Il y a un tri des mèmes. Les mèmes sont triés. Et triés en fonction de quels critères? L'intérêt, c'est tout simplement l'intérêt. Si c'est intéressant, ça se propage. Si ça ne l'est pas, ça disparaît. Alors, vous avez un exemple magnifique de mème que j'adore, c'est les fake news. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes proches qui reçoit beaucoup de fake news et qui est très naïf à ce niveau-là. Il les retransmet. Donc, il retransmet des fake news en quantité et moi, j'en reçois souvent.
de temps en temps, je lui dis tout de même, vérifie un peu ce que tu dis, quoi. Alors, un jour, je lui envoie quelque chose qui était vraiment caractéristique, qui était totalement faux. Donc, je lui renvoie une réponse à son mail en lui disant, mais écoute, tu vois bien que c'est totalement faux. Je te donne un lien où tu verras l'article de journal qui prouve que c'est totalement faux. Sa réponse m'a surpris. Il m'a dit, oui, tu as peut-être raison, mais ça pourrait tout de même être vrai. Alors voilà pourquoi il transmet des fake news. C'est parce qu'elles pourraient quand même être vraies. Et en fait, la vraie raison, c'est que ces fake news lui plaisent. Et comme ils lui plaisent, il les retransmet, même s'il se doute qu'elles sont fausses. Et là, vous voyez bien comment se fait le mécanisme de la transmission des mèmes. Il se fait en fonction de l'intérêt que vous avez. Alors, si une jeune fille, par exemple, s'intéresse à la jupe, aux jupes, aux vêtements, et elle voit une nouvelle mode qui arrive, elle envoie des images par WhatsApp aux autres, elle voit qu'une autre s'est habillée de telle façon, et ainsi naît une mode parce qu'il y a un intérêt derrière. Et puis, lorsque la mini-jupe ne plaît plus à personne, eh bien, tout ça disparaît, tout ça s'effondre, et le même mini-jupe, même, perd sa popularité et quelque chose d'autre le remplace. Donc, voilà comment circulent les unités de sélection darwinienne que sont les mèmes. Petit détail, je crois qu'il avait échappé à Dawkins. La transmission des mèmes n'est pas darwinienne, elle est lamarckienne. Vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'évolution, on avait parlé de la girafe. Lamarck, un des inventeurs de l'évolution avant Darwin, pensait que la girafe, faisant un effort pour aller cueillir des feuilles le plus haut possible dans les arbres, pensait que cet effort allongeait son cou et que ce caractère qu'elle avait acquis par ses efforts, elle le transmettait à ses enfants. Bon, cette théorie est fausse. La girafe ne peut pas transmettre le fruit de ses efforts à ses enfants, pour la simple raison que les ovules qui lui servent à faire des bébés girafes, des girafons, les ovules de la girafe sont fabriqués avant sa propre naissance. La girafe naît avec son stock d'ovules et elle peut faire tout ce qu'elle veut avec son cou et sa façon de s'alimenter. Ça ne changera pas d'un iota le génome qui est dans l'ovule, qui existe déjà à sa naissance et qui servira à faire les girafons. Donc, la théorie lamarckienne a été dépassée complètement par une autre, qui est la théorie darwinienne. Pour Darwin, la girafe ne transmet aucun caractère acquis, simplement il y a des mutations par le hasard, et quand le hasard fait qu'une girafe a le cou plus long que l'autre, cette girafe fera plus de descendance, et donc le génome, le pool génétique de l'espèce girafe évoluera avec un cou plus long. Mais ce n'est pas la girafe par ses propres efforts qui aura changé le cours des choses. Eh bien, si vous réfléchissez maintenant au même, donc à l'évolution culturelle, elle suit un processus lamarckien, puisque si je vous parle de Richard Dawkins, c'est parce que j'ai lu les livres de Richard Dawkins, c'est un avantage acquis, et je vous transmets dans ma conférence un avantage acquis qui se multipliera peut-être. Vous lirez peut-être Dawkins ou vous donnerez à d'autres l'envie de le lire. Donc, ce sont des avantages acquis et c'est un processus lamarckien. Bon, c'était une petite remarque théorique sur le type d'évolution. L'évolution culturelle aujourd'hui, elle est littéralement explosive. Alors, je vais vous donner un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Vous voulez stocker quelques films de vos vacances, vous allez dans la boutique à côté et vous achetez un disque dur, petit disque dur, une petite boîte comme ça, qui va vous coûter 40 €. Et dans ce disque, vous pouvez stocker une quantité d'informations qui est la même que celle de la Bibliothèque nationale française. Et oui, la BNF qui a mission de stocker tous les livres paraissant en français,
tous les livres doivent être stockés dans la BNF, eh bien, vous pouvez-vous acheter une mémoire qui stocke l'équivalent de ce que stocke la Bibliothèque nationale. Alors là, je vous parle de la petite boîte que vous achetez sur laquelle vous allez mettre des films, mais vous vous doutez que si on parle d'Internet et de tout ce qui est stocké sur tous les sites d'Internet et chez tous les internautes, eh bien là, ce n'est pas une bibliothèque nationale française, c'est 4 milliards aujourd'hui de bibliothèques françaises. Et ces 4 milliards doublent tous les 10 ans. Ça remet d'ailleurs en cause l'existence de la Bibliothèque nationale, parce qu'elle va se terminer en musée. Finalement, ça sera le musée papier, quoi, le musée des livres en papier. Mais l'information n'est plus dans le papier maintenant. Donc, cette évolution est tout à fait, donne le vertige, quoi, est extrêmement rapide. Et pour vous en convaincre, je citerai juste deux hommes qui sont ceux qui ont inventé la mécanique quantique. Ils s'appellent Werner Heisenberg et Edwin Schrödinger. Ces deux hommes, en 1926, début des années 20, pardon, ont créé la mécanique quantique. La mécanique quantique, aujourd'hui, elle a permis de faire les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ont permis de faire la télévision et encore que les premières télévisions utilisaient les tubes à vide, mais c'était déjà de la mécanique quantique. Et bien sûr, toute la numérisation de la société aujourd'hui, les ordinateurs, les réseaux sociaux, tout ça, ça vient de la découverte de la mécanique quantique au début des années 20. Repensez maintenant, en vous situant dans les années 20, à ces deux jeunes, Heisenberg et Schrödinger. Comment pourrait-il, en inventant la mécanique quantique, penser un instant que la génération de leurs enfants et a fortiori de leurs petits-enfants utiliserait des téléviseurs, des smartphones, de l'informatique, etc. Impossible. Il était impossible pour eux d'imaginer un instant les répercussions de leur découverte. Et donc, ça donne la mesure, si vous voulez, des choses. Je vous parle là de l'horizon du millénaire, mais Schrödinger et Heisenberg ne pouvaient absolument pas prévoir ce qui se passerait au bout de ne serait-ce que 2 générations. Alors maintenant, si on parle du côté électronique de notre évolution, alors je ne vous parle pas de l'évolution, on pourrait parler de l'évolution de la pensée, de la philosophie, de la religion, on pourrait parler de l'art, etc. Alors là, je ne le fais pas parce que je me mets à l'horizon du millénaire et je suis totalement incapable de dire comment tout cela peut évoluer. Par contre, ce que je dis, c'est que l'électronique, là-dedans, a un impact extrêmement important parce que c'est un immense accélérateur, on pourrait même dire un catalyseur. Alors, si on parle des révolutions à venir, pour moi, celle qui va vraiment être, enfin qui va secouer, qui va vraiment changer beaucoup de choses, c'est l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, elle reste quand même très restreinte. On peut diagnostiquer un cancer du sein par une intelligence artificielle. Elle est d'ailleurs plus performante que l'homme pour cela, mais bon, ça reste restreint, c'est-à-dire qu'on a entraîné une intelligence artificielle à regarder des dizaines de milliers de radiographies du sein, et à partir de là, l'intelligence artificielle est capable de discerner le cancer du sein. Mais bon, ça reste encore quelque chose d'assez limité. Mais on sent bien aujourd'hui que les progrès vont aller vite. Et je vous l'avais dit la dernière fois, le progrès important, c'est le jour où on n'utilisera plus des transistors dans ces machines, mais on disposera de composants qui fonctionnent comme des neurones. Donc là, on pourra imiter le cerveau humain de façon beaucoup plus efficace. Alors, on sait maintenant qu'à un certain stade, l'intelligence artificielle va dépasser en capacité le cerveau humain.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va être supplanté par des machines? Là, il y a tout un débat actuellement là-dessus. Malheureusement, ce débat a lieu aux États-Unis. Eh oui, parce que la numérisation, le numérique, tout ça, ça vient des États-Unis, malheureusement. C'est Google et Facebook. Hein. Google a pour directeur technique Ray Kurzweil, dont je vais reparler, qui est le grand spécialiste de l'intelligence artificielle, et Facebook, Meta maintenant, a pour directeur technique Yann LeCun, un Français qui est aussi un des grands pontes, qui est professeur au Collège de France. Et le débat a lieu là-bas aux États-Unis. Luc Ferry a fait un livre que je vous recommande sur cette question-là, dans lequel il déplore que le débat ait lieu aux États-Unis et pas chez nous. Parce que tout de même, les changements qui vont survenir sont extrêmement importants. Et il est urgent de commencer à peut-être pas s'en inquiéter, mais en tout cas, s'en préoccuper et en tout cas anticiper les choses et prévoir. Alors, là, je voudrais faire une distinction au niveau de l'intelligence entre deux choses. Je pense qu'on peut voir l'intelligence sous deux formes. Il y a, la première, c'est la capacité d'adaptation. Là, bon, l'homme est le plus adaptable des êtres qui soit. Je crois que l'intelligence artificielle n'est pas capable de nous égaler là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on dit adaptation, on parle de situation. Ces situations, ce sont les situations de la société, de l'environnement, de la nature, du monde des idées. Nous, êtres humains, nous sommes adaptables par rapport à cela. Nous nous formons, mais aussi nous avons un corps. Je dis toujours, notre cerveau n'est pas un ordinateur qui est posé dans un coin de la pièce là-bas. Notre ordinateur, il est un organe de notre corps. En tant qu'organe de notre corps, il est lié à l'ensemble de notre corps. Il reçoit à tout instant des perceptions de l'ensemble de notre corps et il est capable d'agir après sur notre corps. Donc, c'est un organe, ça fait partie de notre corps. Et quand vous réfléchissez au fait que chaque humain est différent et surtout que l'environnement est extrêmement différent. Prenez l'environnement d'un Brésilien qui habite dans la forêt amazonienne, prenez l'environnement d'un homme qui se trouve chez Google à travailler dans l'intelligence artificielle à la Silicon Valley, et prenez un pêcheur qui pêche dans le port de Sète, eh bien, ce sont des environnements complètement différents. Et l'homme, lui, a su, au cours du temps, s'adapter à tout cela et sait comment manœuvrer par rapport à tout cela. Ce n'est pas demain qu'une machine saura faire cela. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on est à l'abri par rapport à la machine. Par contre, la deuxième définition de l'intelligence que je donnerais, c'est la capacité algorithmique, c'est-à-dire la capacité de calcul, la capacité de trier, d'organiser, de calculer, de sommer, de faire des différences, de classifier, etc. Et cette capacité-là, qui peut se ramener à des algorithmes, c'est-à-dire à des procédures mécaniques, avec des étapes, chaque étape fonctionnant à partir de la précédente. Cette intelligence algorithmique, alors là, il n'y a aucun doute que nous allons être dépassés par les machines. Nous le sommes d'ailleurs déjà. Finalement, je vous donne un exemple aujourd'hui, à la sécurité sociale, on gère je ne sais combien de cartes vitales. Bon, ils en gèrent beaucoup parce qu'il paraît qu'il y en a plus que la population française. Mais bon, ils doivent gérer tout ça. Ils ont de gros ordinateurs dans lesquels il y a toutes les informations de toutes les cartes vitales. Alors, ça veut dire que déjà, pour certaines tâches, il y a longtemps que nous sommes dépassés par la machine. Et s'il n'y avait pas ces ordinateurs, il faudrait avoir un service de 400 personnes uniquement pour faire la maintenance de toutes ces cartes vitales. Alors là, il est clair que la machine va nous dépasser et puis ça va aller de plus en plus vite parce que la machine est très rapide. Et c'est là qu'il y a un risque qu'on appelle celui de la singularité.
Le chef technique de Google, Ray Kurzweil, a écrit un excellent livre qui commence à dater, hein, qui, je crois, a une quinzaine d'années, qui s'appelle « La singularité est proche ». The singularity is near. Pourquoi je vous donne le texte en anglais? C'est parce qu'il a été très mal traduit en français. Au lieu de traduire tout simplement par « la singularité est proche », eh bien, l'éditeur a pensé que sur un plan marketing, ce n'était pas un bon titre, et il a changé ça en le web 2.0 ou l'intelligence 2.0, je ne me souviens plus, mais enfin bon, un titre qui est beaucoup moins signifiant que la singularité est proche. Et voilà ce que disait Ray Kurzweil, la singularité, c'est le moment où nous sommes dépassés par les machines. Et lui, il voyait ce moment dans les années 20. Il était très optimiste sur la question. On est dans les années 20 et on ne voit pas la singularité arriver là. Hein. C'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, mais en tout cas, ça viendra. Et qu'est-ce que la singularité? Il faut que vous sachiez que les logiciels aujourd'hui sont programmés par des hommes, mais aussi par des machines, c'est-à-dire par d'autres logiciels. Je répète, quand on fait un logiciel, vous avez des hommes qui vont lancer l'opération, qui vont dire, voilà, on va faire un nouveau logiciel pour la cartographie de la planète ou pour se guider en voiture par GPS, on va faire un nouveau logiciel. Et on commence à lancer des travaux de programmation. Vous avez donc des programmateurs. Mais les logiciels sont devenus tellement complexes que les programmateurs seraient en nombre beaucoup trop grand et ça coûterait beaucoup trop cher et ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, il y a longtemps qu'on a fabriqué des logiciels qui servent à faire les logiciels et à les contrôler, etc. Une grosse partie des logiciels est donc programmée par des logiciels. Alors, vous voyez où je veux en venir. Le logiciel fabrique des logiciels. La machine fabriquera des machines. Si la machine est capable de fabriquer des révisions de sa propre intelligence qui sont de plus en plus performants et de fabriquer de nouvelles générations de programmes informatiques qui deviendront de plus en plus performants, eh bien, il y a là de nouveau un effet boule de neige. Et c'est ça qu'on appelle la singularité. C'est le moment où les logiciels deviendraient de plus en plus complexes sous forme d'un effet de boule de neige qui fait que la complexité de ces logiciels deviendrait infinie. La singularité, c'est un nom qu'ont inventé les astrophysiciens lorsque un phénomène croît vers l'infini. Vous en avez un qui est le Big Bang. On l'a vu, si on remonte le temps vers le Big Bang, on voit que l'univers devient de plus en plus petit, de plus en plus concentré, de plus en plus chaud. Les énergies croissent vers l'infini. Les distances et les temps croissent vers moins l'infini, vers zéro, si vous voulez, plutôt, de plus en plus petit. Et tout devient infini. Distance et temps infiniment petit, énergie infiniment élevée. Et là, l'astrophysicien déraille parce que ces théories ne fonctionnent plus. Il ne sait plus quoi faire. C'est ce qui se passe quand on étudie le Big Bang. On parle de singularité. Singularité, c'est quelque chose qu'on ne sait pas appréhender. Même chose pour l'intérieur d'un trou noir. On ne sait pas ce qui se passe au centre d'un trou noir parce que on présume que tout cela devient infini, comme pour le Big Bang. Alors voilà ce que c'est que la singularité. Et il y a donc un grand débat aujourd'hui qui est de se dire, mais que va-t-il se passer si l'intelligence croît de façon asymptotique, de façon exponentielle et infinie? Voilà. Alors maintenant, disons, pour donner une vision un peu réaliste sur ce qui peut se passer dans le millénaire, je pense qu'on peut se raccorder un peu à ce que raconte Joël de Renet dans un livre qui commence aussi à dater un peu, mais qui est vraiment excellent, qui s'appelle L'homme symbiotique. Eh bien, Joël de Renet dit simplement, de plus en plus, l'homme fait symbiose avec les machines. Bon, je vous en donne un exemple.
Moi, j'ai écrit un livre en utilisant cet ordinateur. Et j'ai toutes les informations de tout ce que j'ai lu, que j'ai stocké dans des pages et des pages qui sont dans mon ordinateur. J'accède à tout ça en quelques secondes sans problème. Et si je ne trouve pas l'information, je tape sur Internet. J'ai une immense base de données avec Wikipédia, etc. etc. Donc, vous voyez comment finalement je fais symbiose avec mon ordinateur qui donc me donne une capacité bien plus élevée que mon père, parce que mon père écrivait des livres de sciences, mais lui, il écrivait tout à partir d'écrits qui sont faits à partir des livres. C'est pour ça que chez moi, il y avait des livres de sciences partout, et puis il y avait des coupures de journaux qu'il gardait, etc. Alors, je peux écrire un livre beaucoup plus rapidement que ne pouvait le faire mon père parce que mon intelligence est augmentée. Et c'est là que je pense qu'aujourd'hui, souvent, au lieu de parler d'intelligence artificielle et de parler de cette fameuse singularité, on ferait mieux d'employer le terme intelligence augmentée. Parce qu'aujourd'hui, c'est cela, c'est ce qu'on va vivre dans les 10-20 ans qui viennent, c'est l'intelligence augmentée finalement. Alors, à quoi cela mène? Et ça, je reviens au débat qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Cela mène à des idées un peu révolutionnaires qui sont ce qu'on appelle le transhumanisme. Les transhumanismes, d'abord, parlent du progrès au niveau du corps humain. Ils disent de plus en plus avec la génétique, avec ceci, avec la médecine, avec cela, on pourra prolonger la vie humaine et on pourra, certains disent, aller jusqu'à l'immortalité humaine. Alors, moi, je me pose la question de ce que serait une société où les hommes ne mourraient pas. Vous auriez donc de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de place pour les jeunes. Enfin, ce n'est pas une société très brillante qu'on offrirait à notre descendance. Alors là, vous voyez, c'est un débat qui n'est pas prêt de se clore. Certains, aujourd'hui, ont une vue un peu extrême et disent, si on peut prolonger la vie, il faut le faire. Mais on peut se demander si c'est vraiment sérieux. Maintenant, un autre aspect de cette intelligence qui se développe, c'est la création d'un monde virtuel. Et cette création, vous la voyez aujourd'hui. Il y a seulement 13 ans, je crois, 13 ans, est apparu le premier smartphone Apple. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé avec cet appareil qui permet à chacun de communiquer. Et évidemment, à la suite de ça, sont apparus les réseaux sociaux. C'est tout à fait surprenant quand on pense à cette révolution. Il y a 13 ans seulement, il n'y avait pas de smartphone. Nous avions des téléphones, oui, mais pas de smartphone. Et aujourd'hui, vous voyez tous les jeunes devant leur écran en permanence, au point que c'est devenu un problème. Eh bien, on voit apparaître dans ces réseaux sociaux une espèce de monde virtuel. Vous voyez quelque chose de dramatique qui se produit aujourd'hui, c'est que vous avez parfois des enfants qui se suicident et les parents ne comprennent pas pourquoi ils se sont suicidés. Et ils se sont suicidés parce qu'il s'est passé quelque chose, non pas dans le monde où eux, parents, vivent, ni même le monde où l'instituteur vit ou les professeurs. Il s'est passé quelque chose dans le monde virtuel du réseau social de Facebook dans lequel l'enfant en question a été martyrisé par d'autres qui échangeaient des plaisanteries désobligeantes à son égard, etc., etc. Et un harcèlement sur les réseaux sociaux s'est produit sans que dans le monde réel de tous les jours, le monde des parents, le monde des professeurs, on puisse s'en rendre compte. Et des enfants se suicident comme ça. Il y a donc l'apparition d'un monde virtuel et c'est un petit peu le début de ce dont je vais parler maintenant. Vous avez clairement une société qui a compris ça, c'est Facebook, qui se transforme maintenant en Meta.
et qui a pour objectif de créer un monde virtuel dans lequel vous pourrez acheter une maison, vous pourrez inviter virtuellement des amis dans votre maison. Vous pourrez dire, regardez comment je l'ai décoré, tu vas voir, j'ai des dessins animés sur les murs. Alors, vous pourrez inviter virtuellement quelqu'un à travers tous ces réseaux dans une maison qui n'existe pas, mais qui existe là-dedans. Et il y aura ainsi des objets qui existeront et qui pourront constituer une espèce de monde. Et c'est ce monde que veut exploiter Meta en étant le premier à le développer. Alors, le problème qui est là, c'est qu'on risque d'avoir deux mondes finalement. On risque d'avoir un monde dans lequel se complaisent ceux qui, comme vous et moi, aiment bien s'inviter à dîner, être ensemble, prendre le soleil, aller en vacances, travailler, être avec les collègues, prendre le café devant la cafétéria, etc. Et d'autres qui, eux, paraissent tout à fait s'évader de cela, sont le nez sur leur écran et s'évadent ailleurs, s'évadent dans un autre monde. On peut même dire que ce monde, pour certains, pourra paraître plus accueillant que le monde réel, dans lequel il y a tout un lot de souffrances, bien sûr. Et la société Meta offrira peut-être des loisirs. On voit ça déjà avec les jeux vidéo, bien évidemment. Vous pouvez vous évader dans un autre monde dans lequel vous pouvez avoir d'autres types de plaisirs. Alors, j'en reviens à l'intelligence. Si l'intelligence se développe énormément maintenant, très très vite, à un moment donné, devient exponentielle, cette intelligence se développera plus facilement dans le monde virtuel dont je viens de parler que dans le monde réel. Vous avez donc un monde réel, votre monde, de vous et moi aujourd'hui, qui est un monde qui évoluera lentement, et en même temps, à côté, un monde parallèle dans lequel certains se sont jetés presque complètement, qui lui évoluera à une vitesse très très grande. Et là, il peut y avoir un découplage complet entre les deux. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver avec deux mondes, hein, un monde qui évolue très lentement et un monde où tout est extrêmement rapide. Alors ça mène à une idée encore plus révolutionnaire qui est l'idée du post-humanisme. C'est-à-dire que là, on peut se dire qu'il y aura un découplage, une scission, si vous voulez, entre l'homme incarné dans son corps et l'homme ou l'intelligence pure qui sera dans ce monde virtuel. On peut même imaginer une connexion entre les cerveaux et ces intelligences artificielles qui finalement ne deviendront qu'un. Alors, ça me rappelle les idées de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, d'abord, je vous en avais parlé parce que Teilhard de Chardin avait cette idée révolutionnaire que le cerveau, la conscience pouvait émerger dans le cerveau à partir d'un certain degré de complexité. C'est-à-dire qu'à la limite, un éléphant qui deviendrait de plus en plus intelligent, avec un cerveau de plus en plus développé, eh bien, pourrait à un moment accéder à la conscience. Alors, ça, c'était l'idée de Teilhard de Chardin. La conscience était un phénomène naturel, c'était le passage d'un certain seuil de complexité qui menait à la conscience. Et maintenant, je vous parle de Teilhard de Chardin en allant plus loin dans la façon dont il voyait le futur. Il disait, toutes nos consciences vont communiquer de plus en plus. Alors c'est là qu'on voit le visionnaire, parce qu'à l'époque de Teilhard de Chardin, la communication, c'était au mieux des livres et des conférences. Il n'y avait pas Internet. Mais déjà, simplement à partir de cette forme de culture livresque, eh bien, simplement à partir de là, Teilhard de Chardin imaginait que la communication allait devenir tellement intense entre les êtres vivants qu'ils allaient finalement tout échanger. Je vous parlais tout à l'heure de 4 milliards de bibliothèques nationales stockées dans Internet. Teilhard de Chardin n'avait pas l'idée que ça puisse se produire aussi vite, mais il avait quand même la vision de ce phénomène. Et il disait, il va se créer sur Terre une espèce de couche
de communication, ben, on pourrait dire cette couche de communication, c'est les réseaux sociaux. Hein. Il va se créer une couche comme ceci qui va lier les hommes dans la communication. Et cette couche, il l'appelait la noosphère, N2O sphère, noosphère. Et que disait-il en allant plus loin? Eh bien, cette couche de communication fait que l'information sera partagée entre tout le monde, et donc que l'humanité entière, selon lui, deviendra un seul être, une seule entité qui incorpore tout. Et cette entité, ce passage à une entité unique, pour lui, était la fin de l'humanité et en même temps la fusion avec Dieu. Et c'est ce qu'il appelait le point oméga. Eh bien, les idées de Teilhard de Chardin sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Et certains pensent qu'effectivement, ce n'est pas forcément une rencontre avec Dieu, parce que là, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais en tout cas, qu'il y aura une intelligence pure et qui se désincarnera quelque part de l'homme. Alors, pour terminer sur une note positive, je dirais que ce serait peut-être ce découplage, cette dématérialisation de l'intelligence, qui ne serait plus liée au corps humain, eh bien, ce serait peut-être le point de départ de la colonisation de la galaxie. Pourquoi je dis cela? C'est parce que je ne crois pas un instant que le corps humain puisse s'exporter. Je ris parfois lorsque j'entends parler de planètes, d'exoplanètes. Nous cherchons des exoplanètes un peu partout en nous disant, trouverons-nous une planète qui soit habitable comme la Terre, avec cette idée que nous pourrions partir sur cette planète. Je ris parce qu'un simple voyage aller-retour à Mars, ça prend déjà 3 ans. Et pendant ces 3 ans, vous ramassez déjà tellement de radiation qu'à tous les coups, en revenant du voyage, vous faites un cancer dans les 10 ans qui suivent. Donc, imaginez que l'homme va aller vivre sur une autre planète est une vue de l'esprit. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez qu'on trouve la planète idéale. Elle est faite comme la Terre, il y a de l'eau, on va pouvoir y vivre, etc. On est devant cette planète idéale et on va y aller. Cette planète idéale, imaginez qu'elle soit simplement 20% plus grosse que la Terre. Oui, elle a presque la même taille que la Terre, 20% de plus. Mais 20% de plus, si vous multipliez par, je ne sais pas combien, je n'ai pas le calcul en tête, mais enfin, vous allez peser 2 ou 3 fois plus que votre poids. Si moi, qui pèse 80 kilos, je vais visiter ma cousine sur cette planète, je vais en peser 240. Comment vais-je me déplacer en chaise roulante ou bien je vais ramper par terre? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Penser au corps humain et penser qu'il va s'adapter au cosmos, il y a quelque chose qui ne va pas. En revanche, si notre intelligence s'est multipliée grâce à l'électronique et a fini par se découpler et passer dans des dans des robots, parce que finalement, ça sera des robots, mais on peut imaginer que ces robots, eux, aillent de planète en planète, caboter, un peu comme les premiers navires des conquistadors qui allaient d'île en île. Eh bien, on peut imaginer que ces robots pourront aller d'une planète à une autre, s'installeront sur une planète. Là, ils utiliseront les minéraux et ce qu'il faut pour fabriquer d'autres robots parce qu'eux-mêmes se sont usés. Mais l'intelligence, elle se transmettra. Et elle se transmettra aux nouveaux robots qui iront sur une autre planète. Et on peut imaginer ainsi la colonisation de la galaxie. Une chose qu'on ne peut pas imaginer avec le corps humain. Donc, je termine sur cette note positive qui nous amène alors là peut-être à la fin du prochain millénaire. C'est la colonisation de la galaxie. Et pour revenir au cosmos, eh bien, je dis que ça serait quelque chose de tout à fait intéressant parce que finalement, l'univers deviendrait intelligent. Voilà. L'univers aujourd'hui, c'est un tas de cailloux et de gaz. Et demain, si l'intelligence pouvait se dématérialiser, c'est important parce que c'est l'univers entier qui pourrait devenir intelligent.
Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai la prochaine fois pour parler plus de la nature intime de cet univers dont je viens de vous parler à titre de conclusion.